Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, disent les mauvaises langues. Est-il malgré tout possible de les chiffrer, ces promesses, de savoir un petit peu plus précisément qui propose quoi et d'avoir une base de comparaison objective? C'est l'exercice auquel s'est prêté le Bureau du Plan. Au total, 300 propositions analysées et chiffrées par les experts. Combien coûteraient-elles? Quel serait leur impact sur le budget de l'État, mais aussi sur le taux d'emploi, sur la croissance économique ou même sur le climat? Comment évaluer les effets directs et indirects? Quelles sont les limites de l'exercice? Et à l'arrivée, ce chiffrage permet-il d'éclairer les lecteurs? C'est le débat dans lequel nous allons plonger ce soir. Voilà, sur le plateau de Plus d'actu, nous accueillons deux économistes aujourd'hui. Philippe Ledan, bonjour. Bonjour. Expert économiste chez ING, la grande banque. Vous êtes également chargé de cours à l'UC Louvain ainsi qu'à l'Université de Namur. Et puis Hélène Latzer, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'UC Louvain Saint-Louis, ce qu'on appelait autrefois plus rapidement les facultés Saint-Louis à Bruxelles. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau ce soir. Donc cette fameuse publication du Bureau du Plan, elle remonte à mardi dernier. C'est une tentative de chiffrage qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les partis politiques s'en sont évidemment très rapidement emparés et l'ont beaucoup commenté. On est en campagne électorale, je vous le rappelle. Je vous propose pour planter le décor une vidéo de Paul Magnette, président du Parti Socialiste, publiée sur TikTok et sur Facebook, quelques heures après que le Bureau du Plan ait rendu sa copie. Accrochez-vous, c'est la nouvelle du jour. Le Bureau fédéral du plan vient d'évaluer les programmes des partis politiques et le Parti socialiste est le meilleur côté francophone. Non seulement on réinvestit dans les salaires, on réinvestit dans la santé, on réinvestit dans les services publics. On fait tout ça en ne faisant payer que les 2 à 3% les plus riches et on parvient en plus à contrôler le déficit et la dette publique. Et qui est le pire élève côté francophone? Je vous le donne en mille, c'est le MR. C'est pas étonnant. C'est un parti qui veut pratiquer l'austérité, faire 6 milliards d'économies dans les soins de santé, des cadeaux fiscaux à ceux qui n'en ont pas besoin et qui va aggraver le déficit public, aggraver terriblement la dette qui dépasserait 120% du PIB avec le MR. Donc vous avez compris, le parti sérieux, c'est le Parti socialiste. Alors, on va faire un petit peu de fact-checking ce soir. Philippe Ledan, est-ce que le Bureau du Plan a vraiment permis de dire qu'un programme était meilleur qu'un autre, qu'un parti était plus sérieux qu'un autre, ou c'est pas ça l'exercice? Non, c'est pas du tout ça l'exercice, et le Bureau du Plan le dit bien. Il n'y a pas de normatif là derrière. C'est de dire, voilà, vous fournissez des mesures, on les rentre dans nos modèles, on dit ce qu'il en sort, sous différents angles, finances publiques, croissance, emploi, vous l'avez dit. Et puis voilà, à chaque citoyen de regarder les résultats comme il le veut et de faire, ou si ça peut, aider son choix. Mais le but n'est certainement pas de faire un ranking du meilleur au moins bon. Pas du tout. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de hiérarchisation. L'exercice dans l'ensemble, vous l'avez trouvé intéressant? Je le trouve intéressant, mais je suis économiste. Je veux dire, c'est ma tasse de thé, c'est mon matériel, j'adore ce matériel. Je pleure pour qu'il y ait de l'évaluation des politiques publiques. Maintenant, est-ce que dans l'absolu, si je me mets à la place d'un citoyen non formé à l'économie, est-ce qu'il arrive vraiment à s'y retrouver? Ou est-ce qu'au final, quelque part, les partis vont un peu orienter les résultats et c'est ça qu'il va biaiser retenir. Un petit peu la lecture avec des exercices de communication. Ça, c'est un peu ma crainte. Ouais. Hélène Latzer, même question. C'est la deuxième fois que le Bureau du Plan réalise cet exercice. La première fois, c'était en 2019. Ça avait été assez critiqué. L'exercice est plutôt réussi, plutôt intéressant ou pas? La même réaction que Philippe, en fait. Il est intéressant en tous les cas, puisqu'on demande systématiquement, on réclame plus d'évaluation de potentielles réformes ou de potentielles politiques publiques. Mais pour rebondir sur ce que disait Philippe, pour établir un ranking, il faut un critère. Et je veux dire, en fait, les résultats sont présentés suivant tellement de critères différents, comme on disait, l'impact sur le déficit, mais aussi l'impact sur la croissance, sur l'emploi, sur la distribution des richesses, et ainsi de suite, que quelque part, chaque parti réussira à se trouver meilleur sur tel ou tel critère et établir un ranking, c'est totalement impossible. Ouais, pour comprendre comment ça a marché, chaque parti politique a envoyé des mesures qu'il considérait comme prioritaires dans son programme. Il fallait en envoyer maximum 30 dans 8 domaines différents. Et après, il y a eu une évaluation qui a été faite en commun avec les experts du Bureau du Plan et les experts des partis en question. Est-ce que ça veut dire qu'on compare des pommes avec des pois? Parce que tout le monde n'a pas envoyé les mêmes mesures, on n'a pas le périmètre global. Ben oui, exactement. Ou est-ce que c'est quand même des pommes avec des pommes? Donc on a parfois une Granny Smith et parfois une Golden, mais ça reste à peu près comparable, ou pas?
Je dirais que quand même, grosso modo, c'est quand même des pommes avec des poires, parce que malheureusement, effectivement, déjà, le périmètre était bien défini. Certains partis ont choisi plutôt en tout cas, les mesures qui ont été conservées in fine portent pour certains partis plutôt sur le marché de l'emploi, pour certains partis plutôt sur des réformes fiscales et parafiscales. Donc en fait, c'est très compliqué de comparer, puisqu'on ne simule pas l'ensemble d'un programme, mais certaines mesures spécifiquement choisies, c'est très compliqué d'effectuer des comparaisons, je veux dire, véritablement entre partis. Ouais. Maintenant, si on choisit un critère, étant donné les mesures qui ont été simulées, on peut effectivement quantifier quels sont les impacts des mesures simulées pour chacun des partis. Si on a un passionné des finances publiques comme vous l'êtes, j'imagine, Philippe Lidan, c'est-à-dire que là, vous avez trouvé de quoi assouvir votre curiosité ? Oui, mais dans différents sens, parce que d'un autre côté, quand on voit les résultats, on ne s'empêche pas de penser, encore une fois, quand on est dans les finances publiques, tiens, c'est intéressant de voir que le modèle ou tel modèle a fourni tel résultat. Je serais bien curieux de voir les hypothèses du modèle qu'il y a derrière. Donc, parce qu'il faut bien aussi comprendre que les résultats sont liés au modèle et à la forme du modèle, aux hypothèses qui y sont. Donc, encore une fois, c'est un travail qui est formidable d'un point de vue technique pour un peu voir comment l'économie réagirait. Donc pour les spécialistes, c'est vraiment du matériel intéressant. Mais est-ce que ça me donne une meilleure vision ? D'un autre côté, est-ce qu'il y a des grandes surprises ? Non. Certains partis sont beaucoup plus redistributifs. Ils ont choisi de faire évaluer des fers de lance qui sont redistributifs, là où d'autres partis sont partis dans d'autres directions. Donc, au final, est-ce que c'est surprenant comme résultat ? On n'a pas la carte globale. C'est-à-dire qu'on a des focus. Ouais. Et il faut signaler que certains partis pouvaient retirer des mesures aussi en cours d'exercice. Et que des mesures, on ne sait simplement pas quantifier. Il faut aussi comprendre que généralement, ces modèles sont un peu ce qu'on appelle plus des modèles orientés demande. Donc, en gros, quand vous augmentez la fiscalité, vous allez avoir plus de rentrées, vous allez avoir un effet sur la consommation. Il y a des effets induits, mais si je prends des politiques d'offres pour améliorer l'attractivité de l'économie belge, c'est beaucoup plus difficile pour ces modèles à quantifier. Donc on n'a pas du tout une carte, on a une évaluation des mesures qui sont soumises à l'évaluation, qui est très partielle. Alors on va revenir sur ce que disait Paul Magnette dans sa communication vidéo, où il se basait notamment sur l'évaluation des déficits, ce que donneraient donc partie par partie les fameuses mesures prioritaires qui avaient été entrées auprès des experts du Bureau du Plan. Alors d'abord, il y a un constat, c'est qu'aucun parti ne ramènerait le déficit sur la barre des 3%. Et ceux qui s'en rapprocheraient le plus, ce serait l'ANVA avec 3,6% et le Parti socialiste avec 4,5%. Et ceux qui s'en éloigneraient le plus, ce serait le Vlaams-Belang et le mouvement réformateur avec un déficit qui grimperait à 7,5 ou 7,6% du produit intérieur brut. Peut-être je me tourne vers vous, Hélène Ladzer. L'idée que les socialistes seraient finalement beaucoup plus rigoureux en termes de déficit public que les libéraux, ça paraît un petit peu contre-intuitif. Est-ce que ça vous a surprise ? Disons qu'étant donné les mesures qui ont été demandées à être simulées par chacun des deux partis, non, ce n'est pas un résultat surprenant. Le PS a un certain nombre de mesures portaient justement sur la taxation des patrimoines, la taxation des plus-values, la taxation des revenus de la propriété. Et donc forcément, ça, c'est des mesures qui rentrent de l'argent. J'essaye de traduire pour que tout le monde comprenne bien. Ça veut dire qu'on a travaillé sur des recettes fiscales, ça permet d'équilibrer. Ça permet en tout cas de faire rentrer l'argent. Et ensuite, il y a aussi des mesures qui coûtent de l'argent dans les mesures qu'ont demandé de simuler le PS. Mais quelque part, effectivement, il y a quand même un certain nombre de mesures qui permettent de rentrer beaucoup d'argent d'un point de vue fiscal. À l'opposé, le MR, il y a eu des réformes qui ont été demandées à être simulées, qui ont un impact plus important sur la croissance, la création d'emplois, mais étant donné le soutien aux bas et moyens salaires et également un certain nombre de politiques de dépenses publiques, ça creuse le déficit aussi de manière plus importante. Je traduis toujours dans mon langage, si on allège la fiscalité, ça déséquilibre le budget. Disons que s'il y a plus qui sort et moins qui rentre, ça veut dire que on a plus de déficit. Ouais, voilà. Philippe Lidan, 3% du produit intérieur brut de déficit. Théoriquement, c'est l'obligation européenne à laquelle nous allons de nouveau être soumis. Théoriquement, c'était un chiffre à ne pas dépasser. Ça veut dire qu'il n'y a aucun bon élève dans la classe. Non, en tout cas, dans l'exercice qu'il y a là,
les finances publiques, ça a été suffisamment commenté depuis mardi dernier. L'exercice ne montre que les finances publiques, c'est manifestement pas le cœur de... J'ai presque envie de dire, ce n'est pas le cœur de la communication des partis. Parce que finalement, je pourrais presque faire le travail à l'envers. Si je connais comment fonctionnent, en gros, les modèles du bureau du plan, je peux, si je suis un parti politique, à partir de ce que je voudrais communiquer, je sais quel type de mesures je dois fournir. Vous savez ce que vous allez mettre dans votre copie. Et en gros, c'est ce qui s'est passé, effectivement. On pourrait imaginer que le bureau du plan screen l'ensemble du programme des partis pour avoir la carte globale, ou ça c'est impossible? Je pense que ce sera encore moins lisible. Je pense que si on veut plus cibler, il faut faire alors le travail à l'envers. Il faut dire, voilà, prenons un sujet en particulier, vraiment un sujet très précis, et demandons à chaque parti de donner sa mesure dans ce domaine très précis. Par exemple, je vais dire la progressivité de l'impôt. On veut la réviser ou pas. On demande à chaque parti de donner exactement les taux sur la progressivité de l'impôt. Et là, des sur ce personnes chapitre-là, physiques. on peut avoir un résultat. Et alors, le modèle réagit pour tout le monde de la même façon, puisque c'est la même mesure. Il y a juste de savoir où est-ce qu'on met le curseur. À la limite, ça donnerait peut-être des résultats un peu plus ciblés, plus compréhensibles. Alors, on vient de parler de finances publiques, je voudrais qu'on s'intéresse à d'autres paramètres, par exemple la croissance de l'économie ou le pouvoir d'achat. Et là, on a des résultats qui sont très différents. Si on prend la croissance, le programme du mouvement réformateur, en tout cas les mesures qui ont été étudiées par le bureau du plan, permettraient une croissance de 1,7% sur 5 ans. On est à 1,5% pour des filles et les engagés, 1,4% pour les écolos et le PS, 1,3% pour le PTB. On parle de 0,1 ou 0,2%. Pour le commun des mortels, Hélène Ladzer, ça veut dire quoi? C'est sensible, c'est pas sensible? On le sentirait dans notre vie de tous les jours ou pas? Bon, enfin, je veux dire... Oui, enfin, des différences de 0,2, 0,3, 0,4% de croissance, c'est véritablement sensible en termes de développement d'une économie. Maintenant, vous évoquiez aussi le pouvoir d'achat. Ça, c'est beaucoup plus, comment dire, ça, c'est quelque chose que les consommateurs, enfin, que, comment dire, le particulier ressent de manière beaucoup plus directe. Voilà, c'est ça. Donc, là, oui. le pouvoir d'achat, on aurait une augmentation de plus de 11%, presque 12% d'augmentation pour le mouvement réformateur, 4,3% seulement pour le Parti socialiste. C'est l'échelle inversée par rapport aux finances publiques. Et là aussi, ça peut sembler contre-intuitif. Pour la communication ou l'ADN de ces partis politiques. En même temps, il y a beaucoup de réformes qui ont été proposées par le PS qui ne pouvaient pas être simulées par le modèle du bureau du plan qui évalue l'impact sur la distribution des revenus et le pouvoir d'achat. En tout cas, l'impact... Ça veut dire que la photographie est floue. Ben, la photographie, elle dépend des mesures qui peuvent être simulées pour chacun des partis. Le MR proposait plus de mesures qui pouvaient effectivement être évaluées suivant ce modèle-là. Le PS moins. Donc la photo, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais donc en tous les cas, effectivement, oui. Est-ce que dans les mesures qui ont été étudiées par le bureau du plan, on peut déjà dire qu'il y a des partis plus redistributifs que d'autres? Et quand on parle d'augmentation du pouvoir d'achat, est-ce qu'on peut dire avec tel parti, c'est plutôt telle catégorie de population qui va en bénéficier, ou avec telle autre partie, c'est plutôt une autre catégorie de population qui serait favorisée? Philippe Ledan. De ce que, encore une fois, l'exercice est super large. 300 mesures, ça part dans tous les sens. Comme je le disais, au final, il ne me semble pas avoir de grosses surprises. Donc on a un effet plus redistributif sur les mesures plutôt des partis de gauche, on va le dire comme ça. Et on a plus en matière de croissance et d'emploi sur les partis plus à droite. Donc, encore une fois, ce n'est pas vraiment des très grandes surprises. Et j'aurais presque tendance à dire que je pourrais presque aller plus loin en disant « oui, mais avoir un peu plus de croissance économique », ça a aussi un effet indirectement redistributif. C'est ce que dit le mouvement réformateur, qu'on n'a pas tenu assez compte de l'effet positif de la croissance. C'est toujours la même chose. Ou du taux d'emploi. Voilà, on revient à l'essence même de la politique économique plutôt orientée à gauche ou plutôt orientée à droite. Je veux dire, il n'y a personne qui a juste envie de taper sur les autres. Chacun veut faire avancer une économie, mais avec une conception qui est relativement différente. Hélène Ladzer, là-dessus, sur les mécanismes correcteurs ou redistributifs, c'était quelque chose d'important pour les partis politiques qu'on peut là objectiver un petit peu?
Comme le disait Philippe, en fait, il y a un certain nombre écolos, les engagés, qui ont proposé des mesures, en tout cas qu'il était possible de simuler avec le modèle qui se concentre sur ces effets redistributifs et qui était plus ambitieux sur ces questions-là. Enfin, les partis orientés plus à droite, effectivement, se sont plutôt concentrés sur des mesures qui favorisent l'emploi et la croissance. Mais donc, quand on dit, par exemple, qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat, on peut, en regardant les chiffres communiqués par le Bureau du Plan, je signale pour ceux qui nous regardent que ça se trouve sur le site du Bureau du Plan, on peut voir, tiens, pour telle catégorie sociale, j'aurais une progression de temps, alors que pour telle autre catégorie sociale, la progression serait plus forte ou plus faible. Ça se trouve dans les chiffres. Exactement, c'est ça. Oui. Ça se voit, il y a une distribution suivant la catégorie de revenus à laquelle on appartient, ou même suivant d'autres types de caractéristiques. Vous avez une page où on vous montre, suivant que vous êtes une mère isolée, ou alors suivant que vous êtes un ménage avec tel ou tel nombre d'enfants, vous allez être différemment impacté par les différentes mesures simulées. Ouais, ça peut quand même être intéressant pour les électeurs. Oui, c'est tout à fait. Un élément un petit peu objectivé par rapport à la communication des partis. Si, mais il y a certains partis qui ont proposé des mesures qui peuvent être simulées. Il y en a d'autres qui n'ont proposé que des mesures qui peuvent être simulées par le modèle macroéconomique, mais pas par le modèle qui s'intéresse aux effets redistributifs. Ouais. Donc une fois de plus, le périmètre n'est pas le même. Mais c'est voilà. Alors, autre gros dossier dans cet exercice de chiffrage, la fiscalité, notamment les propositions de taxation des gros patrimoines, ce que certains appellent la taxe des millionnaires, avec notamment un modèle du PS où on taxe à partir d'1 million de patrimoine. Le PTB, c'est maintenant à partir de 5 millions. Le Bureau du Plan estimait que la mesure du PS rapporterait plus que celle du PTB. Ça n'a pas plu beaucoup au PTB, qui conteste d'ailleurs l'ensemble du chiffrage du Bureau du Plan. On écoute Françoise de Smet, chef de file du PTB à Bruxelles. Elle était dans notre matinale. C'était mercredi dernier. Ils n'ont par exemple pas tenu compte du fait qu'on veut lever le blocage salarial, ce qui évidemment relance l'économie quand les salaires augmentent, relance la consommation. Et donc c'est une vision spécifique aussi qui est donnée. Le fait que ça dépend aussi quand vous faites la taxe des millionnaires, ce que ça vous rapporte, dans quoi vous l'investissez. La vôtre rapporterait 4 milliards, alors que celle du PS rapporterait 7 milliards et demi. Vous êtes doublé par les socialistes. On veut faire des investissements pour relancer justement la création d'emplois et l'économie. Et donc non, on n'est pas d'accord avec les conclusions que ce serait négatif. Que votre taxe sur les gros patrimoines, elle rapporte moins que celle d'autres partis à gauche. Alors là aussi, au niveau de la méthodologie, le patrimoine des 1% est sous-estimé par les calculs du Bureau du Plan. Ça rapporterait plus. Et en plus de ça, ils ont pris, c'est un peu technique, mais ils ont pris une version théorique de l'évasion fiscale qui est beaucoup plus grande que ce que d'autres spécialistes en France évaluent. Voilà, donc contestation sur les chiffres, contestation sur les modèles, contestation sur la méthode. Philippe Ledan, vous avez des réserves, on entend que certains politiques en ont aussi. Je dois prendre le rapport du Bureau du Plan, je vais le mettre dans la corbeille à papier ou il y a quand même des choses à sauver ? Non, encore une fois, on manque en Belgique d'évaluation des politiques. Ça se faisait déjà aux Pays-Bas et dans d'autres pays. Oui, il y a d'autres pays qui le font. J'aurais presque tendance à dire, je préférais d'abord qu'on commence par évaluer les politiques déjà mises en œuvre, et puis que dans un deuxième temps, on se risque à de l'évaluation ex ante de nouvelles politiques. Mais il faut qu'on ait beaucoup plus en Belgique une culture de l'évaluation de la politique économique. Donc il ne faut certainement pas jeter ça. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire d'harmonisation des propositions pour qu'on puisse arrêter, après la publication du rapport, ce jeu où tout le monde a gagné finalement. Et où au final, même quand on n'a pas gagné, oui, mais c'est parce qu'on n'a pas tenu compte de ceci, de cela. Je pense qu'il faut beaucoup plus harmoniser, travailler peut-être avec des choses beaucoup plus précises. Vous l'avez dit notamment sur des profils types, par exemple. De dire, voilà, qui sort gagnant si je suis mère célibataire avec 2 enfants. Plutôt des travaux plus spécifiques. La grande évaluation macro, je crains qu'elle est très difficile à commenter. Un mot sur la fiscalité quand même. Donc il y a eu la taxe sur les gros patrimoines, il y a des propositions sur les plus-values, les voitures de société, les barèmes fiscaux qu'on pourrait revoir, la quotité exemptée d'impôts, etc. Il y a de bonnes idées là-dedans. Et là, vous avez trouvé des choses qui peuvent alimenter votre réflexion à vous ou pas ? Sur le fond, c'est intéressant. Les mesures qui ont été soumises à l'évaluation, c'est intéressant de voir qu'il y a manifestement au moins la volonté de faire avancer beaucoup de dossiers. Mais n'oublions pas non plus qu'au final, c'est une coalition qui devra faire un compromis. Donc probablement qu'aucune des mesures qui a été soumise à l'évaluation ne sera implémentée. Sur la fiscalité, vous avez lu des choses intéressantes, Hélène Ladzer ? Oui, non, c'est intéressant. Maintenant, par exemple, vous parliez d'impact sur un profil type. Par exemple, tout ce qui est les réformes fiscales qui ont trait à la propriété,
c'est impossible de simuler ça. En termes d'effets redistributifs, on n'a pas les données. Donc, en l'occurrence, c'est uniquement via le modèle macro et pas sur les effets redistributifs de ce type de réforme. Ouais. Donc, voilà. Mais donc, oui, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et le chiffrage, comme le disait Philippe, il est précieux. Enfin, je veux dire, il a ses limites, mais au moins, on peut objectiver les critiques et en discuter. Ouais, un mot sur l'emploi. Personne n'atteint les fameux 80% de taux d'emploi dans les estimations du Bureau du Plan, alors que tout le monde nous le promet. C'est même dans l'accord de gouvernement. Ça veut dire que c'est impossible à atteindre ? Alors ça, c'est une question piège. C'est une question piège. C'est peut-être une question pas pour une économiste. Ceux qui s'en rapprochent le plus dans leur prévision sur le mouvement réformateur et le Vlaams de Langue. Sur le climat aussi, les partis ont entré des mesures qui permettaient de diminuer l'empreinte carbone. Pour la moitié d'entre eux. Donc pour l'autre moitié, ça a plutôt tendance à accentuer l'empreinte carbone. Ça veut dire, ça c'est quand même des éléments objectifs. Si on est intéressé par le climat, on peut aller consulter le Bureau du Plan et se dire, tiens, si ça c'est un curseur important pour moi en tant que citoyen, là j'ai une objectivation des mesures. Oui, et des objectivations, des arbitrages aussi, habituellement, étant donné les modèles. S'il y a un modèle qui pousse plus vers la croissance, étant donné la structure des modèles, il va également aussi respecter un peu moins l'empreinte carbone et ainsi de suite. Mais on se rend compte sur quoi on veut ainsi. Enfin, qu'est-ce qu'on a à cœur en tant qu'électeur ? Ouais, vous êtes économiste. Est-ce que ça fait avancer un petit peu le schmilblick pour le citoyen, mais aussi pour vous ? Est-ce que vous vous dites, tiens, là, on n'a peut-être pas gravi l'escalier, mais on a au moins fait une marche vers quelque chose qui est plus objectif, où on sort quand même un petit peu de la communication des partis ? Oui, encore une fois, ça a vraiment de la valeur ajoutée. Je trouve qu'il y a quand même un effort de communication, la plateforme sur laquelle tout le monde peut aller comparer par mesure, par parti. Donc il y a des choses qui sont avancées. Et j'aurais presque envie de dire, pour moi, le plus grand avantage, c'est si ça donne l'envie aux citoyens de s'intéresser aux chiffres, de dire tiens, l'évaluation c'est intéressant et qu'on entre, comme je le disais il y a quelques minutes, plutôt dans une culture d'évaluation de toutes les politiques. Il y a probablement aujourd'hui des politiques qui sont en œuvre qui ne servent strictement à rien. Le problème c'est qu'on ne le sait pas parce que ça n'a pas été évalué. Donc si derrière tout ça, il y a vraiment, ça change plutôt la vision du citoyen sur tiens, je suis intéressé de voir ces exercices d'évaluation, je trouve que c'est super intéressant, en ce compris pour les économistes. Hélène Latzer, vous allez l'utiliser dans vos cours avec vos étudiants, ce travail du Bureau du Plan, où ça va alimenter d'autres réflexions. C'est une vertu pédagogique quand même. Ah oui, là, les cours se finissent cette semaine, mais donc effectivement, je comptais l'aborder très brièvement avec les étudiants en macroéconomie. Donc voilà. Ouais, ça a une utilité, au moins pour eux. Pour le citoyen, vous conseilleriez de le lire ? On doit y passer un petit peu de temps. C'est ce que disait Philippe, en fait. Je veux dire, au moins par curiosité, pour aller voir, parce que c'est des batailles de chiffres, tous les partis s'en sont emparés, au moins aller voir comment ça a été construit. Voilà. Et voir la source avant la communication politique. Exactement. Hélène Latzer, professeure d'économie à l'UC Louvain-Saint-Louis, faculté Saint-Louis, donc à Bruxelles. Philippe Ledan, expert économiste chez ING. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain, on parlera d'autre chose. On parlera de réforme de la Constitution. Et on se posera la question de savoir à quoi il faut éventuellement s'attendre pour la prochaine législature avec une série d'articles ouverts à révision. Ce sera avec Anne-Emmanuelle Bourgault et Céline Romainville. Et puis demain matin, dans notre matinale, on recevra notamment Marie-Colline Leroy et Philippe Clause. Continuez à bien vous informer et à demain.